Depuis quelque temps, quand Jennifer se rend dans cette grande surface, ce n'est plus pour acheter, mais simplement pour regarder. Ah ouais, le petit traîneau. Et s'étonner de prix qu'elle trouve très élevés. Ah, c'est joli. Regarde les pochoirs. Ça c'est une idée pour Noël. Mais ici, ils sont à 4,25 €. Du coup, je vais trouver des pochoirs ailleurs. Il y a aussi cette décoration pour aquarium, hors de prix selon elle. Je trouve ça trop chou. Donc là, il est à 10,60 €. Mais je trouve ça assez cher. Parce que je sais qu'on peut le trouver moins cher. Elle a également une petite idée pour trouver à prix cassé ces petits crochets très fins qu'elle pourra transformer en bijoux. Il y en a 6. On peut faire 3 paires de boucles d'oreilles avec. À ce prix-là, 1,80 €, j'en ai sûrement 200. On va y aller là, les enfants? J'ai fini. J'ai repéré des choses. Tous ces produits, elle va les acheter jusqu'à 20 fois moins cher. Et cela, depuis chez elle. Dans son appartement de Ribeauvillé, à 30 minutes de Colmar, tranquillement installée sur son canapé avec ses 2 enfants, Clara et Dylan, il lui suffit de prendre son smartphone. Allez, on va regarder. Clara, elle veut des pochoirs de Noël. Pour retrouver chacun des articles à des prix qui n'ont plus rien à voir, à commencer par les pochoirs. Non, ceux-là, ils sont mignons. Ah ouais. T'as vu? Tu veux ceux-là? Ouais. Donc, dans le magasin, je les ai trouvés à 4 € et quelques. Et là, il y a des pochoirs à 43 centimes, 62 centimes. Ça fait une sacrée économie quand même. Elle n'a pas de mal non plus à retrouver ces pendentifs vendus 1,80 € les 6 dans la grande surface. Là, j'en trouve 200 pour 1,31 €. Donc, encore moins cher qu'en magasin pour 200 pièces. Et c'est exactement pareil. Oups. Mais la différence de prix est également spectaculaire avec le petit hippocampe pour aquarium. J'en ai un à 53 centimes. Dans le magasin, ils étaient à 10 €. Oui. Presque 20 fois moins cher. Mais attention, Jennifer ne se contente pas d'acheter sur de grands sites de e-commerce. Elle se fournit directement en Chine. Moi, j'achète sur les sites chinois parce que de toute façon, quasiment tous nos produits viennent de Chine. On voit partout marqué Made in China. Donc moi, je commande directement à la source, en fait. Voilà. Comme de nombreux Français, elle a découvert une nouvelle filière avec une offre très alléchante. Ces nouveaux marchands, on les trouve sur ce qu'on appelle les marketplaces, des places de marché virtuelles. De quoi s'agit-il? En fait, les plus grands sites de e-commerce, comme Amazon, Cdiscount, eBay, la Fnac ou Rakuten, ne se contentent plus de vendre eux-mêmes. Contre une commission, ils proposent à d'autres commerçants de vendre leurs produits sur leur site. Une opportunité saisie par des millions de vendeurs, dont une grande majorité de Chinois. Comme il y a moins d'intermédiaires, les prix sont très bas, comme ces baskets à 65 €, ce smartphone vendu 210 €, ou encore cette robe à seulement 9,99 €. Il faut simplement être patient car les délais de livraison sont de 3 à 4 semaines, le temps que le colis fasse le voyage. Alors qui sont ces nouveaux commerçants? Les produits sont-ils d'une qualité acceptable? Et n'est-ce pas la porte grande ouverte à la contrefaçon? Jennifer, elle, est devenue accro. Oui? Bonjour. Un colis. Oh, c'est parti là. C'est mes vêtements, je crois. Ouais, c'est mes habits. C'est le 5e paquet qu'elle réceptionne cette semaine. Cette animatrice périscolaire, qui gagne 1 000 € net par mois, a déjà commandé plus de 500 articles en 3 ans, dont cette robe à 12 €. Rose. Comme ça, qui fait unique. Je suis trop contente. Sa garde-robe déborde de ses vêtements made in China. Voilà. Celle-ci, je l'adore. Je l'ai payée 7 €. Et la matière, franchement, ça va faire 3 ans que je l'ai. Elle n'a pas bougé, rien du tout. C'est vraiment... c'est top, quoi. Mais ses achats sont très variés. Elle trouve aussi de quoi se maquiller. Des paillettes pressées. Ça, vous l'avez payé combien? 3 €.
ou bien encore des jouets pour ses enfants. Je les ai payés en moyenne 2-3 € la pièce, contre celle-ci là, qui coûte en moyenne 7-8 € dans le commerce. À l'origine de ces offres, il y a l'histoire incroyable de centaines de milliers de particuliers qui sont devenus des e-commerçants. Cela se passe à 10 000 km de la France, en Chine, et notamment à Jianchuan, au sud de Pékin. Tout a commencé dans des centaines de petites villes comme celle-là. Cet endroit est devenu une sorte de centre commercial virtuel, dont Daoxi Zhang, 61 ans, est l'un des piliers. Ici, c'est un magasin qui vend des jeans pour femmes sur Internet. Là, en face, c'est un magasin qui vend des théières. Voici la carte du village de Jianchuan, avec tous les commerces qui apparaissent. Cette rue que vous voyez là, on l'appelle la rue de Taobao, parce qu'elle n'est constituée que de gens qui vendent sur Taobao. Ce sont tous des e-commerçants aujourd'hui. C'est avec Taobao que tout a débuté, un site de marchands chinois créé en 2003 et exclusivement réservé aux consommateurs chinois. La plateforme contrôle 90% de la vente en ligne du pays. Et les commerçants d'ici, qui vendent sur ce site, sont devenus très prospères. C'est comme ça que la ville est devenue si moderne et qu'on y croise des voitures de luxe. Et c'est toute l'histoire de Daoxi. Il y a 5 ans, il était encore paysan, comme son père, à s'échiner dans ses champs, hiver comme été. Je travaillais comme ça, le dos baissé. Mes yeux ne voyaient que la terre. C'était vraiment fatigant. Ça me faisait tellement mal que parfois je n'arrivais pas à me relever. À l'époque, il ne gagnait que 650 € par mois. Alors en 2013, il s'inspire de ce voisin, le premier habitant de la ville à s'être lancé dans le e-commerce, en se spécialisant dans les sacs à dos et trousses scolaires. Daoxi décide de l'imiter. Et entre sa maison et la niche de son chien, il ouvre dans son garage sa petite entreprise familiale avec 300 €, de quoi se payer un ordinateur et un droit d'entrée sur la marketplace. On en met combien par carton? On en met 2. Aidé par son fils et sa belle-fille, il s'est spécialisé dans les bouteilles thermos. En Chine, où la consommation de thé est très importante, il en vend 200 à 300 par jour. Avant, les gens achetaient dans les magasins. Mais aujourd'hui, avec Taobao, les gens achètent sur Internet, car c'est plus pratique. Dans un vrai magasin, une gourde coûte entre 2,50 € et 4 €, alors que nous, sur Taobao, on la vend 1,25 €. Comment arrive-t-il à être aussi compétitif? La recette de tous ces nouveaux commerçants digitaux, c'est tout simplement de vivre au sein de la première usine du monde, la Chine. Ils profitent des dizaines de milliers de manufactures qui couvrent le pays et se fournissent directement auprès d'elle. Bonjour, Bonjour. Suivez-moi. vous avez des produits intéressants à nous montrer? Comme dans cette usine de thermos en inox, des produits que les Zhang, père et fils, aimeraient revendre. Pour ce modèle, le prix que tu puisses me faire le moins cher, c'est combien? Au moins cher, je te le fais à 2 €. 2 €? C'est un peu cher pour moi. Ce modèle, je peux le proposer à 2,50 €, mais je ne gagnerai pas grand-chose dessus. La marge sera toute petite. Mais le patron de l'usine n'a pas dit son dernier mot. Regarde, ça c'est un super modèle pour toi pour vendre sur Taobao. Celui-là, il est à 1,50 €. 1,50 €? C'est pas mal. Il sera plus facile à vendre que l'autre modèle. Vous pouvez nous le vendre encore moins cher? Ah non, je ne peux pas descendre plus bas. Aux autres clients, je le vends à 1,60 €. Je vous le fais à 1,50 € parce que je vous connais. Pour commencer, je vais en prendre un peu pour voir si ça marche. Et si jamais c'est le cas, j'en achèterai en grande quantité. D'ici la fin de l'année, je pourrais bien en acheter 5 000 ou 6 000 unités. Ils les revendront sur Internet 2,50 €. De cette manière, ils court-circuitent les grossistes et les enseignes de distribution. Imbattables. Le commerce de M. Zhang est florissant. Son salaire a été multiplié par 4 depuis 5 ans pour atteindre 2 500 € par mois. En Chine, ces nouveaux commerçants seraient 900 000. Et beaucoup sont encore plus prospères que M. Zhang. Dans ce cas,
il ne se limite plus aux clients chinois et s'adresse donc directement à vous. 200 km plus au nord, nous voici dans la banlieue de Hangzhou. Tourne-toi. Oui, voilà, tourne-toi un peu comme ça. En pleine séance photo. Au milieu des modèles asiatiques, il y a Fernanda, une Brésilienne de 24 ans, qui prend la pose dans ce décor d'inspiration méditerranéenne. On ne te voit pas très bien là. Ton visage est un peu trop caché. Les prises de vue sont orchestrées par la directrice artistique d'une marque de vêtements qui a fait une percée chez nous. Une grosse partie de nos clients sont étrangers. Le pays où on vend le plus, c'est la Russie. En deuxième, ce sont les États-Unis. Puis viennent les pays européens comme la France. Du coup, on pense que nos clients préfèrent un mannequin avec la même couleur de peau et la même forme de visage qu'eux. C'est plus vendeur. La marque est sortie de terre il y a à peine 3 ans. Elle n'a pas fait de pub pour se faire connaître et s'est tout simplement installée sur la place de marché d'un très grand site de e-commerce. Et également sur AliExpress, une plateforme chinoise qui rassemble tous les marchands du pays qui veulent vendre à l'étranger. La griffe propose des vêtements à tout petit prix, comme cette robe, à 16,46 $, soit 14,50 €, ou ce manteau, imitation laine d'agneau, à 29,86 $, un peu plus de 26 €. Elle a été créée par Hong Jing, 28 ans, diplômé en commerce international. Bonjour Suzanne. Bonjour. En 2015, il s'inspire de tous ces nouveaux marchands avec l'ambition de vendre à l'étranger. Pour fabriquer, il s'appuie sur les usines chinoises et pour le style, il suit la tendance du moment. Ce modèle est très populaire cette année. Le vert marche très bien. Les petites fleurs marchent également très bien. C'est un style à la française. Selon lui, ses ventes explosent. Et notamment en France. Il expédie chez nous 400 colis par jour, soit 10% de ses commandes totales. Ce qui ne l'aide pourtant pas à mieux connaître notre géographie. Alors, ce colis part pour la France, pour le... Vous connaissez? Non, pas du tout. Là, ça part pour... Vous savez où c'est? Non, je ne connais que quelques villes en France en fait. Lesquelles? Le Rhin, c'est en Allemagne, c'est ça? Cologne? Ah non, ça aussi c'est en Allemagne, je crois. Il ne connaît pas la France, et encore moins ses clients français. Alors il le sait. Pour vendre, il doit rassurer ses consommateurs du bout du monde, qui eux-mêmes n'ont jamais entendu parler de lui. Il est donc vital qu'il ait de bonnes appréciations sur Internet. Il faut bien que tu vérifies les messages de tous les clients. Combien y a-t-il d'erreurs sur les commandes ce matin? Une seule? Très bien. C'est la mission d'une équipe de 9 jeunes femmes. Elles traitent 500 messages par jour qui arrivent du monde entier. Là, quelqu'un lance un lapidaire. Trop grand. Si le problème vient de chez nous, je vais lui proposer soit de le rembourser, soit de lui réexpédier une nouvelle commande. Si c'est lui qui s'est trompé dans la taille, je vais quand même lui offrir une réduction pour une prochaine commande. De manière générale, avec ces nouveaux e-commerçants qui dépendent tellement de leurs notes sur Internet, les problèmes de service après-vente ne sont pas plus fréquents qu'avec les grandes enseignes. Mais au final, la qualité est-elle au rendez-vous? Oui, avec des produits de marque comme ce smartphone à 174,99 €, en moyenne 100 € moins cher que chez les grandes enseignes. En revanche, méfiez-vous quand le prix est exagérément écrasé, comme pour ce lot de sacs à 19 €. Une fausse bonne affaire, selon Benjamin Dourier, rédacteur en chef adjoint au magazine 60 millions de consommateurs. Cet ensemble de maroquinerie, alors c'est un peu grandiloquent de dire que c'est un ensemble de maroquinerie, mais c'était présenté comme valant plus de 300 €, mais vendu à une vingtaine d'euros, soi-disant en cuir, en tout cas c'est ce qui était écrit sur l'annonce. Voilà ce qu'on a reçu. Honnêtement, je doute fort que ça soit du cuir, hein, quand on voit la qualité très très médiocre du matériau. L'autre risque, avec ces prix au ras des pâquerettes, c'est que vous achetiez de la contrefaçon, comme avec ces baskets.
Donc cette paire de chaussures qu'on a commandée pour une dizaine d'euros, qui imite assez grossièrement, voire très grossièrement la marque. Et après, même la semelle, une fois qu'on l'a enfilée, on n'a pas l'impression d'avoir des baskets, on a plutôt l'impression d'avoir des savates. Donc c'est effectivement un produit qui vaut pas grand-chose. Attention, si vous vous amusez à acheter ce genre de produit, la loi prévoit jusqu'à 300 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Pourtant, c'est le problème de ces nouveaux marchands. Ils proposent en masse des articles de contrefaçon dans tous les domaines. Et les autorités le savent bien. Tout près de l'aéroport Charles de Gaulle, c'est par cet entrepôt que transitent tous les colis de moins de 2 kg, arrivés par les airs en région parisienne. Chaque jour, ce sont près de 500 000 paquets qui passent par ici. Et plus de 90% viennent de Chine. C'est 3 fois plus qu'il y a 3 ans. Pour tenter d'intercepter les produits de contrefaçon, une équipe d'une dizaine de douaniers fait des contrôles quasiment au quotidien. Ils ouvrent en moyenne un paquet sur 20 en provenance de Chine et font à chaque fois de belles découvertes. Comme ce maillot de foot tellement recherché l'été dernier. Mbappé. Moi j'ai personne derrière. Ah non, moi j'ai Mbappé quand même. Le fameux maillot introuvable. En Chine, ils l'ont bien trouvé tout de suite. La marque américaine qui vend ce maillot a transmis au service douanier une liste de détails à vérifier pour séparer les authentiques des nombreuses contrefaçons qui inondent le marché. Ces éléments, évidemment, ils sont confidentiels, donc je ne vais pas pouvoir vous les dire, mais moi, là, en regardant, je peux vous dire que c'est un faux. Environ un paquet sur 3 contient de la contrefaçon. Comme ces fausses chaussures de luxe qui imitent une marque célèbre pour ses semelles rouges. Ça sent extrêmement fort la colle, c'est une horreur. Vous voyez les traces de colle partout, là. C'est impossible sur des vraies chaussures. C'est de la très très mauvaise qualité. Ce matin, tous ces sacs sont également des faux. Et ils ont un sérieux doute sur ces baskets d'une marque américaine. Ces produits seront détruits. Et comme les acheteurs ne les recevront pas, ils ne seront pas poursuivis. Sur un an, environ 2 millions de produits contrefaits en provenance de Chine sont interceptés à l'aéroport Charles de Gaulle. Comment est-ce possible? Alors que les grands sites comme Amazon, eBay ou Alibaba, la maison mère d'AliExpress, affirment lutter contre la contrefaçon. Ils sont peut-être victimes d'une improbable filière d'importation que nous avons découverte et dont profitent des particuliers français, comme ce monsieur. Alors qu'il sait que c'est illégal, il achète régulièrement de la contrefaçon auprès des e-commerçants chinois. L'année dernière, j'ai commandé une paire de... Je les ai montré à un vendeur dans une boutique officielle de la marque. Il n'a vu aucune différence, sauf le prix 3 fois moins cher. J'ai commandé le polo que j'ai reçu, celui-ci, d'une marque américaine. Il m'est revenu à une vingtaine d'euros. Et en magasin, il se situe plus aux alentours de 70-80 euros. Mais l'article dont il est le plus fier, c'est le fameux maillot de l'équipe de France, introuvable au moment de la victoire des Bleus. En boutique officielle, très très dur à trouver, pratiquement mission impossible. Et 20 jours après, on reçoit le maillot, qui est de très très bonne qualité, avec les 2 patchs officiels de la Coupe du Monde. Il l'a payé 20 euros, contre environ 150 en boutique officielle. Tous ces produits, il les a achetés sur AliExpress. Pourtant, en surfant sur le site chinois, vous ne les trouverez jamais. Ils sont invisibles. Car les commerçants qui les vendent ont mis au point tout un stratagème pour échapper à la lutte contre la contrefaçon. Les clients, ils les appâtent discrètement sur Facebook, au travers de groupes privés qui diffusent des images de leurs articles contrefaits. Et sur ces annonces, il y a la marche à suivre pour se les procurer. Là, j'ai trouvé la paire de chaussures qui me tente beaucoup, qui sont sorties très récemment, qui font 150 euros au magasin. Et là, je les ai à 31 euros seulement, frais de port compris. Alors, la petite astuce, c'est de cliquer sur le lien qui est disponible, qui nous renvoie sur AliExpress. Mais sur le site, nouvelle ruse. Pour échapper aux autorités, à la place de la paire de baskets, le vendeur fait apparaître des perles. Il s'agit d'une photo de façade qui dissimule le véritable article à vendre, les baskets de contrefaçon. D'ailleurs, on peut choisir sa pointure. Donc pour AliExpress, ils vont croire que j'achète des perles, alors que je vais commander la paire de chaussures.
Et dans 20 jours, je reçois ma paire de chaussures payée 31,67 € au lieu de 150 € au magasin. Un achat illégal, totalement invisible aux yeux de la plateforme chinoise. Et le plus fou, c'est que ce trafic illicite rapporte de l'argent à des particuliers français, les administrateurs des groupes Facebook qui acceptent de relayer ces annonces de produits contrefaits. Nous avons réussi à en joindre certains par messagerie qui nous expliquent comment ils sont rémunérés par les vendeurs chinois. Je travaille avec des vendeurs AliExpress. Je publie leurs produits sur mon groupe. Chaque personne qui commande via le lien caché que je fais, je touche une commission. Des commissions qui s'élèvent à 6-7% sur chaque vente et qui montent parfois jusqu'à 10%. Un trafic dont sont complices des particuliers français, le tout sur des plateformes qui pourtant affirment lutter contre la contrefaçon. Nous avons demandé à cette haute responsable des douanes françaises ce qu'elle en pensait. Même quand les opérateurs se mobilisent pour lutter contre ces fraudes-là, il y a d'autres mécanismes de vente à distance qui se mettent en place et dont des groupes secrets en fait, sur des réseaux sociaux sur lesquels on a actuellement peu de contrôle et qu'il va falloir justement qu'on investisse. On est sur des réseaux de fraude qui sont finalement bien connus et qui récupèrent un petit peu les modes opératoires de ce qui se passe ailleurs en matière de stupéfiants, en matière de cigarettes, c'est-à-dire que dès qu'on met en place un barrage, ils essaient d'en trouver un autre, quoi. Quant à AliExpress, qui héberge des vendeurs au cœur de ces trafics, la plateforme nous a répondu. Nous gérons un système de sécurité qui contrôle les commandes générées à partir de plateformes de réseaux sociaux, nous permettant de prendre des mesures rapidement en supprimant les inscriptions qui enfreignent notre politique de propriété intellectuelle. Quant à Facebook, qui relaie les annonces, le réseau social n'a pas répondu à nos sollicitations. Quoi qu'il arrive, les offres de ces nouveaux commerçants chinois ne cessent de séduire. Waouh! T'as vu? Elle est trop jolie, maman. Ouais, elle est trop belle. À l'image de Jennifer, qui s'habille presque toujours chez eux. Leur vente continue de progresser de manière spectaculaire, plus 20% sur les 3 derniers mois. 10 sur 10. Ah ouais? 200 sur 200. 1000 sur 1000. Voilà, c'est celle que j'ai eue aujourd'hui, mais franchement, j'adore. Elle est trop franchement, belle. Elle est trop belle, j'adore. Quels sont les nouveaux smartphones stars de cette fin d'année? Enquête cette semaine dans Tout compte fait sur la déferlante des portables made in China. En quelques années, leurs modèles se sont imposés sur le marché européen. Leurs ventes ont bondi de 40% avec des smartphones moins chers que leurs concurrents. Mais ces produits inquiètent aussi, vous allez le voir, les autorités françaises qui redoutent des actes d'espionnage. C'est une enquête de Laura Rossmann. En plein cœur de Paris, une centaine de groupies patientent joyeusement dans le froid. Certains depuis l'aube. Je suis arrivé à 7h20, exactement. Moi, je suis là depuis 7h. Ces jeunes gens ne sont pas là pour un concert ou une séance de dédicace avec une vedette américaine. La star du jour est chinoise et tient dans la main un smartphone dévoilé furtivement en avant-première par un employé de la marque OnePlus. C'est la nouveauté, la taille de l'écran, la petite encoche, il donne envie, son design. À l'origine de cet événement, Akis Evangelidis. À seulement 28 ans, il est le vice-président de la marque en France. Déjà quelques personnes qui attendent. Le jeune homme a l'air de bonne humeur. Cette prévente s'annonce plutôt bien. C'est un bon début. Bon, il reste encore 2 heures. Je pense qu'il doit y avoir une petite centaine de personnes là. Des acheteurs potentiels qu'il faut chouchouter. Je vais chercher le petit-déj. Du coup, on a pris quoi? 300 pains au chocolat, 300 viennoiseries. Pour faire patienter un petit peu les gens et petit café aussi. Les remercier, oui. Une ambiance geek, jeune et une communication savamment orchestrée. Là, on fait la petite photo pour les réseaux sociaux. Ce responsable compte absolument faire le buzz autour de son nouveau smartphone. Compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Une haie d'honneur des vendeurs et une ruée pour acheter ce nouveau smartphone. Ce lancement de produit ressemble furieusement à celui du géant Apple. Pas de doute, ce fabricant chinois veut désormais jouer dans la cour des grands. Cette prévente grand public est une première. D'ailleurs, en coulisses, il y a même des employés de la marque qui ont fait le déplacement depuis la Chine.
Ça va, Chloé? Fatiguée. T'es jet-laguée, non? T'es arrivé quand, lundi? Lundi. De Shenzhen, de New York? De Shenzhen. Il faut dire qu'avant, cette marque chinoise vendait ses portables exclusivement sur Internet et de manière un peu confidentielle. Aujourd'hui, elle s'affiche au grand jour. Dans une semaine, le smartphone sera commercialisé dans plus de 500 points de vente, chez un opérateur et dans cette grande enseigne. Comme ça, t'as la tenue complète. Pour ce lancement, il ne faut pas se louper. Malgré une certaine décontraction, Akis a la pression. Il s'est fixé un objectif, vendre plus de 500 smartphones aujourd'hui. S'il l'atteint, ce serait un bon indicateur pour la suite. Alors il n'hésite pas à donner de sa personne, comme avec ce potentiel acheteur qui a un doute sur la technologie de déverrouillage. 3T. Est-ce que vous pouvez dire Et là, tu lèves. D'accord, il faut lever. Il faut lever, ou alors double top. Ouais, double top et... Si ce jeune homme ne semble pas convaincu, pour d'autres en revanche, ce smartphone chinois, c'est le Graal. On est content là, pouvoir l'avoir enfin dans les mains, c'est un privilège. Ça, je vais pouvoir l'acheter. Merci. Des geeks, prêts à débourser entre 589 et 639 € tout de même pour ce smartphone haut de gamme, qui selon eux, est l'équivalent d'un Apple ou d'un Samsung, mais à moitié prix. En 8 heures, la marque chinoise a vendu 530 smartphones ici. Objectif atteint pour Akis, qui espère gagner en notoriété avec cette arrivée en boutique. Et il a raison d'espérer. Les smartphones chinois ne sont désormais plus une affaire de geeks. Ils s'appellent OnePlus, Huawei, Honor, Xiaomi ou Wiko. Vous ne les connaissez peut-être pas encore, mais ces marques chinoises de smartphones commencent à s'imposer sur le marché. Cette année, dans le top 5 mondial des fabricants, dominé par le coréen Samsung, 3 constructeurs de l'empire du milieu, Oppo, Xiaomi et Huawei. Ce dernier vient même de ravir la 2e place à l'américain Apple. Une réussite fulgurante où chaque lancement de produit est digne de la cérémonie des Oscars. Ladies and gentlemen, Pete Lau. Et certaines marques chinoises n'hésitent pas à se moquer des historiques, qui selon elles, prendraient les consommateurs pour des pigeons, avec des portables qu'elles jugent hors de prix. Alors qu'elles promettent la Rolls de la technologie pour 2 à 3 fois moins cher. Mais est-ce le cas? Que valent vraiment ces smartphones chinois? Et qui sont ces nouveaux constructeurs, prêts à tout pour conquérir le marché français? Lorsqu'elle se promène en forêt près d'Orléans, Marjorie, la quarantaine, ne sort jamais sans son smartphone chinois. Et accessoirement sans son chien Luna. Regardez celle-ci. Avec lui, elle s'improvise photographe. J'aime bien essayer de capter des lumières, des couleurs. Bon, aujourd'hui, c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de soleil, alors c'est pas facile. Il y a un an, elle a quitté la célèbre marque coréenne, numéro 1 des ventes, pour s'offrir ce qui est, selon elle, un concentré de technologie. Il a la reconnaissance faciale, je peux le verrouiller aussi soit par code PIN, soit par empreinte. Il y a le lecteur d'empreinte digitale juste là. Donc là, si je le verrouille, par exemple, vous voyez, si je mets mon doigt, hop, le temps de réponse, il est vraiment infime. Hein. Si elle s'est tournée vers cette marque, c'est surtout pour son prix. Ce téléphone, je l'ai payé environ 400 €. Ouais, à peu près 400, 420, un truc comme ça. Donc oui, pour ce prix-là, j'ai toutes les caractéristiques d'un téléphone haut de gamme et je le paye beaucoup moins cher, quoi. Et j'en suis très contente. Cette informaticienne est persuadée d'avoir fait une bonne affaire. En moyenne, un smartphone haut de gamme coûte plus de 600 €. Elle a même converti son mari, Marceau, passé lui aussi du constructeur coréen au constructeur chinois. Je convertis tout le monde. Non, mais le problème, c'est que quand on veut changer de téléphone, maintenant, c'est que ça coûte cher, très cher. C'est vrai que quand on voulait lui faire son cadeau d'anniversaire, on avait regardé pour en prendre un plus récent. Et c'était pas dans mon budget. Donc j'ai dit, alors on va regarder dans les marques chinoises. Régulièrement, cette mère de famille se renseigne sur Internet pour voir les dernières nouveautés de la marque à la pomme, par exemple. Oui, c'est ça, c'est le 10. J'ai là 1099 €. Pour elle, il n'y a pas photo. Surtout lorsque son smartphone, acheté il y a un an, est aujourd'hui en promotion. Je prends mon téléphone à moi, je fais une recherche vite fait. Bon, à l'heure actuelle, vous pouvez le toucher à 200 €. Vous voyez la différence de prix? Moi, ça me parle.
Mais alors comment font ces constructeurs chinois pour proposer des smartphones moyennes et haut de gamme à prix cassé? Pour le comprendre, il faut se rendre en Chine, à Shenzhen, au sud-est du pays. Il y a 30 ans, c'était encore une ville portuaire. Aujourd'hui, c'est une mégalopole de plus de 10 millions d'habitants, avec une imposante skyline. Son surnom, la nouvelle Silicon Valley. Car c'est ici que la plupart des constructeurs de smartphones chinois ont installé leur activité. Nous retrouvons Akis Evangelidis. Le jeune homme occupe un poste clé. Il doit renforcer la présence du fabricant sur le territoire français. Ce jour-là, il va découvrir pour la première fois la production du dernier modèle, lancé il y a quelques jours à Paris, et sur lequel il mise énormément à l'approche de Noël. C'est important pour comprendre le produit. Je pense que même quand on parle à des gens, etc., savoir exactement comment le produit est conçu, comment il marche. Exceptionnellement, la marque a accepté de nous ouvrir les portes de son usine. Dans ce bâtiment, la production de smartphones est ultra sécurisée. Chaque ouvrier est fouillé minutieusement, à l'entrée comme à la sortie. C'est juste question de sécurité, être sûr. Parce que y a des produits qui sont notamment confidentiels, qui sont en production. Pour accéder à l'intérieur, il faut porter une tenue réglementaire, anti-électricité statique, pour ne pas endommager les composants électroniques. Là, c'est pour prendre toutes sortes de poussières. Permet de capturer la poussière pour éviter un minimum de poussière qui rentre dans l'usine. Et voici l'endroit où sont fabriqués une partie des portables chinois de la marque, destinés au marché français et européen. 600 ouvriers travaillent ici 6 jours sur 7, pour un salaire d'environ 500 € par mois. Pour la sortie du nouveau modèle, le fabricant a doublé les lignes de production, ce qui lui permet de sortir chaque jour 30 000 téléphones. Pour construire le modèle dernier cri, ils assemblent plus de 1000 composants différents. Et Akis nous assure que la marque choisit les plus performants disponibles sur le marché. Donc ça représente vraiment le cerveau du smartphone, c'est la carte mère. Donc là, il y a le processeur de ce côté-là, la carte graphique, la mémoire, la RAM et également le module photo. Ce genre de processeur, le petit carré à gauche du module photo, est d'ailleurs utilisé par la plupart des fabricants de smartphones, comme Google, Sony ou sur certains modèles Samsung. Mais alors comment ce constructeur chinois fait-il pour proposer des téléphones haut de gamme à moins de 600 €, soit 2 fois moins cher que les fabricants Apple et Samsung par exemple? En fait, tout se joue en amont, au siège de la marque. Dans cet open space, de jeunes ingénieurs et commerciaux venus du monde entier. Il y a des Sud-Américains, des Asiatiques ou encore des Européens. La langue de travail ici, c'est l'anglais. Un peu à l'écart, une pièce aux vitres teintées, où une quinzaine d'ingénieurs travaillent sans relâche sur la conception des nouveaux produits. Mais nous ne sommes pas autorisés à y entrer. La seule chose que l'on accepte de nous montrer, ce sont les croquis des anciens modèles. Waouh! C'est les dessins originaux, ça? Ouais, ici il y a le 3 et les premières ébauches du 2. À chaque fois qu'elle lance un nouveau téléphone, la marque ne fait pas dans la course aux nouvelles fonctionnalités. Des gadgets sans intérêt selon elle. Beaucoup de gens nous parlent de la charge sans fil qui n'est pas sur nos téléphones. Parce que pour nous, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que le téléphone charge rapidement, même si c'est avec un fil. Autre technologie mise de côté, l'écran 4K, qui aurait permis d'avoir une meilleure résolution d'image. Si nous voulions faire la course à l'innovation, nous aurions pu mettre un écran 4K. Mais ça n'a pas de valeur ajoutée pour le consommateur. Par contre, ça aurait consommé plus d'énergie sur la batterie. Et ça aurait augmenté le prix du téléphone parce qu'un écran 4K, c'est beaucoup plus cher. Et effectivement, les écrans HD qu'ils utilisent sont 40% moins chers que les écrans 4K. Ils économisent donc sur le coût de fabrication, ce qui leur permet de proposer un smartphone haut de gamme, moins cher à la vente. Mais le vrai secret de cette marque tient dans le marketing. Ou plutôt, dans l'absence de marketing. Vous ne verrez pas de campagne de publicité hors de prix pour ce genre de smartphone. Ce fabricant mise surtout sur le bouche à oreille, pour se faire connaître et rameuter des clients lors de ventes éphémères. Ainsi,
40% de leurs clients français les connaissent sur recommandation. Ils se sont même construits une communauté de fans sur Internet qui regroupe pas moins de 900 000 personnes dans l'Hexagone. Une manière d'asseoir encore plus cette image de marque jeune et branchée. C'est d'ailleurs le signal que l'on veut donner au siège. Même le PDG, dont l'entreprise a réalisé près d'1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, et en seulement 5 ans d'existence, est très accessible. Mais méfiez-vous des apparences. Pete Lowe, 43 ans, est un redoutable businessman qui, en ce moment, n'a qu'une seule idée en tête, conquérir l'Europe et la France. En mai, nous n'avions qu'un employé en France et nous avons pu être 4e du marché des smartphones premium. Aujourd'hui, ils sont 15 à travailler là-bas avec un vrai bureau de représentation parce que nous sentons le potentiel du marché français. Ce que nous voulons, c'est fabriquer de bons produits, avoir une bonne réputation. C'est comme ça que nous réussirons sur le marché français. Mais Pete Lowe n'est pas le seul à vouloir coûte que coûte s'imposer dans l'Hexagone. Certains s'y emploient depuis un moment déjà. Retour sous la grisaille parisienne. À l'approche de Noël, Soliman El Asnaoui passe ses journées à arpenter les boutiques. Ce trentenaire est commercial pour Wiko, une marque à l'histoire singulière. Elle a été créée à Marseille par Michel Assadourian. Ce patron est le tout premier à se lancer dans les smartphones chinois low cost en 2011. À l'exception du design, ses produits sont entièrement fabriqués en Chine. Mais si la marque a été la première à importer des portables chinois sur le territoire et joue une carte encore plus discount, elle est aujourd'hui confrontée à une concurrence féroce de la part des autres constructeurs. D'ailleurs, Soliman s'en rend compte un peu plus chaque jour sur le terrain. Ce jour-là, dans ce magasin, ses concurrents chinois ont déjà marqué leur territoire. Il y a Oppo, qui a un petit corner réservé. Xiaomi, qui affiche une offre alléchante. Ou encore Huawei, qui s'est payé le champion du monde Antoine Griezmann pour faire sa pub. Alors pour essayer d'imposer ses smartphones ici, il va devoir mettre les bouchées doubles. Pour cela, il a tout un attirail. Alors en fait, ce qu'on utilise pour arriver sur le terrain et avoir tous les outils pour pouvoir fonctionner normalement, c'est très simple. Vous avez des factices. Donc ce qu'on a d'autre aussi, c'est des éléments de PLV de mise en avant, comme des bandeaux Wiko par exemple, pour pouvoir habiller et théâtraliser un petit peu les rayons, histoire de gagner en visibilité. Il mise aussi sur ces petits stickers qui vont indiquer aux clients que la marque fait des remises en ce moment. Mais ce n'est pas la seule technique qu'il emploie pour convaincre les consommateurs. Lors de ses visites, il improvise aussi des formations pour les vendeurs, les premiers interlocuteurs des clients. Soliman, nouveau commercial Wiko. Et ce n'est pas toujours simple. On va se rapprocher du rayon. Justement, je suis là pour te présenter, donc pour le coup, c'est nickel. Ouais, souvent occupés, les vendeurs n'ont que quelques minutes à lui consacrer. Alors Soliman doit aller à l'essentiel et décide de mettre en avant le rapport qualité-prix. Et donc là, en l'occurrence, si tu tombes sur un client qui te dit « Écoutez, moi je joue sur toi des jeux, je fais des réseaux sociaux et surtout j'ai besoin de batterie parce qu'en plus de ça, les jeux sont hyper énergivores », bah là, en l'occurrence, tu es sur le smartphone parfait. Honnêtement, pour un prix comme ça, on a des bonnes caractéristiques et ça peut se vendre. Ouais. Un vendeur plus ou moins convaincu. Mais en fait, ce n'est pas dans ce genre de magasin que Soliman espère toucher le plus de clients. Pour écouler ses téléphones vendus en moyenne 100 €, la marque a préféré se rabattre sur des lieux qui cherchent à afficher en permanence des petits prix. Les hypermarchés. Dans cette enseigne de région parisienne, le commercial a ses habitudes. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, ça va. Bonjour Nadège. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Ici, il a déjà convaincu Nadège, la chef de rayon, de mettre ses téléphones à un endroit stratégique, directement à l'entrée du rayon téléphonie et pile en face du numéro 1 des ventes. Ce que n'ont pas réussi à faire ses concurrents chinois. On sait qu'il y a du potentiel sur ce genre de produit-là et c'est pour ça que quand on négocie sur ce genre de TG, ce qu'on appelle une tête de gondole en fait, en général on n'a pas trop de mal à l'avoir puisque ça correspond exactement aussi à ce qu'ils recherchent eux aussi, donc on est vraiment dans la concordance des besoins. Un partenariat qui fonctionne. La marque réalise en effet 50% de ses ventes en grande surface, soit 1,5 million de smartphones écoulés par ce biais l'an dernier en France. Qu'ils soient vendus en hypermarché ou ailleurs dans des enseignes spécialisées, que valent vraiment tous ces smartphones chinois, dont le premier argument est le prix? Nous nous sommes adressés à des spécialistes. Chez 01net.com, Nicolas Lelouch
réalise des tests sur tous les smartphones du marché. Et depuis un moment, le jeune homme est très sollicité pour ses portables chinois. Sur le mois d'octobre, par exemple, sur une dizaine de produits testés à la rédaction, je pense qu'on a bien la moitié qui sont des smartphones chinois. Alors nous lui avons demandé de tester les derniers modèles haut de gamme de 5 marques chinoises. Wiko, Honor, OnePlus, Xiaomi et Oppo. Et de les comparer avec le dernier modèle des 2 géants historiques, Apple et Samsung. En sélectionnant 2 critères importants pour le consommateur, la photo et la batterie. Premier test, celui de l'appareil photo. Pour cela, il va utiliser ce drôle de tableau. En fait, tout ça, c'est un mélange de choses compliquées à faire pour un appareil photo, tout simplement parce que là, il y a beaucoup de couleurs. La carte, c'est pour le niveau de détail. En conditions de jour, et même avec une faible luminosité, il prend plusieurs photos avec chaque smartphone. Pour noter la qualité de l'appareil, il réalise ensuite un travail de comparaison. Et l'un des smartphones chinois, le Xiaomi, fait mieux que l'un des derniers modèles de la marque à la pomme. Là, on voit vraiment Codéran, Bouscar, on peut avoir des tout petits détails ici, on arrive à décrypter des lettres. Là, c'est pas le cas. Là, on voit que sur un modèle haut de gamme comme le Mi 8 Pro qui est à 600 €, on arrive à dépasser le dernier iPhone d'Apple. Il y a 2 catégories de smartphones chinois. Il y a ceux qui sont vraiment pas chers, donc ils sont entre 200, 400 € ou voire en dessous. Et eux, généralement, c'est la photo le point faible. Et donc, en fait, on comprend que si le smartphone est à ce prix-là, c'est parce qu'ils ont complètement mis de côté la partie photo. Pour la batterie, d'après les tests qu'il a réalisés, les 5 smartphones chinois n'ont rien à envier à leurs concurrents américains et coréens. Leur batterie dure aussi longtemps, voire plus. Ça s'explique parce que déjà, ils mettent des très grosses batteries. C'est bête, mais ça peut aider. Et surtout parce que, comme ils ont par exemple un écran qui est un petit peu moins lumineux, ils consomment un petit peu moins. Mais certains d'entre eux sont arrivés sur le marché il y a peu de temps. Difficile alors de déterminer si ces téléphones chinois peuvent tenir la distance. Une autre zone d'ombre plane sur ces smartphones chinois. Elle est beaucoup plus surprenante et elle concernerait notre sécurité nationale. Février dernier aux États-Unis, 2 fabricants de smartphones chinois dont Huawei se retrouvent sur le banc des accusés lors d'une commission sénatoriale où est présent le gratin du FBI, de la CIA et de la NSA. Levez la main si vous recommandez aux consommateurs américains d'utiliser des produits de ces 2 marques. Personne ne lève la main? Je prends note. Merci. Le message adressé est clair. Ces hauts responsables les soupçonnent d'espionnage. Pour faire simple, nous sommes très préoccupés par le risque de laisser une entreprise, une entité redevable à des gouvernements étrangers et qui ne partagent pas nos valeurs, d'acquérir des positions de pouvoir au sein de nos réseaux de télécommunications. Cela leur donne une capacité de modifier ou de voler des informations et ça leur donne la capacité de faire de l'espionnage indétectable. Cet espionnage indétectable pourrait passer par les smartphones, qui pourraient, via des applications cachées, voler les données personnelles des utilisateurs et les envoyer en Chine sur des serveurs par exemple. Les 2 entreprises ont démenti ces accusations aux États-Unis. Mais pointé du doigt, Huawei, numéro 2 mondial des smartphones, est privé d'accord de distribution avec les opérateurs américains. Rien n'est prouvé pour l'instant, mais en France aussi le groupe chinois inquiète. L'affaire a même été relayée par la presse. Antoine Isambard est journaliste. Il connaît bien le dossier. Alors Huawei, c'est une des plus grosses sociétés des télécoms au monde. C'est d'ailleurs une des seules, ce que disent les professionnels du secteur, c'est la seule qui est capable de faire des smartphones, de faire de l'équipement télécom, de faire des réseaux, des câbles sous-marins. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de peur, peut-être de fantasme envers cette société-là. Selon une enquête qu'il a menée en juin, cette peur aurait poussé le gouvernement français à mettre en place un comité classé secret défense pour surveiller les activités de Huawei sur le territoire. Il y a des recommandations qui sont données. Donc par rapport, il y a des conseillers ministériels qui ont pu recevoir en cadeau des téléphones Huawei. On leur a prié de le laisser dans le plastique. Voilà, il y a des gens de Huawei aussi qui veulent faire du lobbying, qui rencontrent des gens dans les ministères. Matignon, à l'époque, avait quand même déconseillé à ses ministères, aux employés, de recevoir Huawei. Donc voilà, c'est un climat de méfiance. Nous avons contacté le fabricant chinois, qui n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Les autorités françaises, elles non plus, n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet.
Quant aux consommateurs, ces soupçons d'espionnage n'ont pas l'air de les troubler. La marque Huawei ne s'est en effet jamais aussi bien portée. Sur les 6 premiers mois de l'année, elle aurait vendu 11,5 millions de portables en Europe. Voilà pour cette émission et ces 2 enquêtes consacrées donc au nouveau filon du Made in China. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur France 2 bien sûr. Et d'ici là, restez curieux. Ciao.